Les cyclones, parmi les catastrophes naturelles, ce sont les phénomènes les plus puissants. Un cyclone, c'est une immense masse nuageuse qui tourne sur elle-même et qui peut déferler avec une puissance phénoménale. Imaginez-vous dans votre maison où même les murs porteurs vibrent. C'est-à-dire, vous avez l'impression d'être dans un tremblement de terre. Vous êtes dans une machine à laver. Les cyclones ne naissent qu'au-dessus des océans les plus chauds. De ces eaux chaudes, les cyclones vont puiser une quantité d'énergie monstrueuse qu'ils vont relâcher sous forme de vent, dont les rafales peuvent atteindre 400 km/h. Mais aussi sous forme de pluie, dans des quantités cataclysmiques. Le cyclone Gamed en 2007, il est tombé de l'ordre de 4900 mm d'eau en 4 jours. Alors on va le traduire autrement. Ça équivaut à peu près à 7 années de pluie à Paris en 4 jours. Face à une telle puissance, les scientifiques se sont mobilisés pour limiter l'impact de cette force de la nature. Mais comment fonctionnent les cyclones? Et peut-on les prévoir? Quels sont les dégâts qu'ils peuvent engendrer? Pour le découvrir, direction l'île de Saint-Martin, dans les Antilles françaises. C'est là que l'ouragan Irma a frappé le plus durement. C'était fin août 2017. L'énergie dégagée par le cyclone Irma, ça correspond à la moitié d'une forte saison cyclonique où on a en général de l'ordre de 6 cyclones. Donc on voit qu'on a eu affaire à un monstre. Avec le cyclone Katrina, qui a durement touché le sud des États-Unis à la fin de l'été 2005, nous découvrirons que les dégâts engendrés par un cyclone ne sont pas dus qu'au vent et à la pluie. La mer donc s'est comportée comme un tsunami et est rentrée à l'intérieur des terres. Et comme on a une terre extrêmement plate, enfin le relief est extrêmement plat, l'eau de mer a pénétré jusqu'à 100-150 km à l'intérieur des terres. Enfin, nous tenterons de savoir si demain, avec le réchauffement climatique, des cyclones pourraient toucher notre continent. Cela paraît impossible. Pourtant, en octobre 2017, un événement exceptionnel s'est produit sur les côtes européennes. Le cyclone Ophélia. Ophélia, c'est effectivement un événement remarquable puisqu'il a gardé son caractère cyclone tropical pratiquement jusqu'à l'Irlande. Alors, les scientifiques ont-ils percé tous les mystères des cyclones? Quelle forme prendront-ils demain? Où frapperont-ils? Et feront-ils plus de dégâts? Observez ces incroyables accumulations d'énergie dans le ciel. Des masses qui peuvent faire 2 fois la taille de la France et à la puissance inégalée. Ces masses, ce sont les cyclones. Un cyclone, à lui-même, produit pratiquement autant d'énergie que l'ensemble des sources d'énergie existant sur Terre au même instant. Mais d'abord, qu'est-ce qu'un cyclone? C'est étonnant, mais la définition de cyclone est beaucoup plus large que ce que l'on pense généralement. Donc un cyclone, c'est une dépression, donc c'est une région de basse pression autour de laquelle on a des vents forts. Une dépression, un terme que l'on entend souvent dans les bulletins météo. C'est une zone où la pression atmosphérique est moins forte qu'ailleurs. Pourquoi? En fait, tout commence avec notre Soleil. La Terre étant ronde, les rayons solaires ne touchent pas le sol avec le même angle, selon que l'on est au niveau des zones tropicales ou au niveau des pôles. Dans ces régions, les rayons arrivent très inclinés, délivrant moins d'énergie. Au niveau de l'équateur, les faisceaux lumineux arrivent perpendiculairement à la surface. Ils sont donc bien concentrés. Alors qu'au niveau des pôles, ils arrivent en biais et la lumière se répartit sur une plus grosse surface. Et comme elle se répartit sur une plus grosse surface, finalement, il fait plus froid au pôle qu'à l'équateur. Sur notre planète, l'énergie apportée par les rayons du Soleil se traduit par la température. Cela crée donc des zones où l'air est plus ou moins chaud. Or, l'air ne réagit pas de la même façon en fonction de ces différences de température. C'est un principe scientifique bien connu des physiciens, le principe de la convection atmosphérique.
La convection atmosphérique, c'est le fait que les masses d'air se mettent en mouvement à l'intérieur de l'atmosphère. Et elles se mettent en mouvement essentiellement à cause des différences de chaleur ou des différences de pression, ce qui est souvent lié. L'air qui nous entoure est un gaz. La chaleur que lui transmet les rayons du soleil, c'est de l'énergie. Cette énergie va recharger les molécules de l'air qui vont s'agiter. En s'agitant, elles prennent plus de place et s'écartent les unes des autres. Le mélange devient alors moins dense. L'air chaud est plus léger que l'air froid, et donc le poids de l'atmosphère sur la surface est moins important, et donc on a une dépression qui va se produire. Comme l'air est moins lourd, il monte. Il entraîne ainsi moins de pression sur la surface. Et ce n'est pas tout. En montant, il va laisser de la place dans cette zone de basse pression. Cela va créer un appel qui porte bien son nom. Un appel d'air. Une zone de basse pression, c'est du vide. Donc l'air veut combler le vide et va des hautes pressions aux basses pressions. Et ça, c'est le phénomène de vent. Voilà ce qu'est une dépression. Une zone de basse pression qui entraîne des mouvements d'air sous forme de vent. Ce phénomène est très courant. C'est par exemple lui qui est la principale cause de mauvais temps dans notre pays. Pourtant, qui dit mauvais temps ne dit pas forcément cyclone. Non, cyclone, c'est une notion très générale. Donc il y a plein de phénomènes dans l'atmosphère qui sont des cyclones. Mais généralement, quand on parle de cyclone, on parle en fait de cyclones tropicaux. La violence et la puissance de destruction de ces forces de la nature font la une des médias plusieurs fois par an. Mais ce ne sont pas les seuls éléments qui les rendent différents des autres dépressions. Les spécialistes ont identifié des caractéristiques très précises pour définir les cyclones tropicaux, et notamment au niveau de leur formation. Pour le découvrir, intéressons-nous à l'été 2017. Un été bien particulier, puisque de nombreux ouragans ont frappé le continent américain. On a eu au cours de l'été 2017 une conjonction de phénomènes favorables qui ont malheureusement amené un espèce de rail de cyclone directement axé sur les Antilles pendant 15 jours, 3 semaines environ. Parmi ces nombreux cyclones, l'ouragan Irma a été le plus violent. Il a détruit une grande partie des Caraïbes pour finir sur les côtes américaines au début du mois de septembre 2017. Pour avoir vu peut-être quelques reportages sur l'impact qu'une bombe peut provoquer, c'est vraiment le sentiment qu'on a eu, on a l'impression qu'il y avait eu un bombardement sur l'île de Saint-Martin. Irma était un ouragan et non pas un cyclone. Y a-t-il une différence? On parle de typhon, de cyclone ou d'ouragan. C'est la même chose. Simplement, on leur donne 3 noms différents, c'est tout. La différence, c'est le lieu où le phénomène va s'abattre. Le terme cyclone ou cyclone tropical est réservé à l'océan Indien et au Pacifique Sud. On parle en revanche d'ouragan en Atlantique Nord et dans le Pacifique Nord-Est, et enfin de typhon dans le Pacifique Nord-Ouest. Mais quel que soit l'endroit où ils se déchaînent, ils naissent tous dans ce que les spécialistes appellent les bandes tropicales. Les bandes tropicales, c'est des régions qui se trouvent entre 10 degrés et 30 degrés de latitude au nord et au sud de l'équateur. Si tous les cyclones tropicaux naissent dans cette zone, cela est dû aux températures élevées qui règnent sur cette partie du globe. Mais pas seulement. Car l'air n'est pas le seul élément qui peut créer une dépression. L'eau de la mer peut remplir ce rôle si elle est assez chaude. Pour qu'un cyclone puisse se développer, il faut que l'eau soit supérieure à 26 degrés et demi dans les 50 premiers mètres de l'océan. Que se passe-t-il quand on chauffe de l'eau? L'eau liquide se transforme en gaz sous forme de vapeur d'eau. C'est le principe de l'évaporation. Cette vapeur d'eau moins dense va avoir tendance à monter. Les molécules bougent beaucoup plus, et quand elles bougent beaucoup plus, elles prennent plus de place, et plus de place, ça fait quelque chose qui est plus léger finalement. Dans ces zones particulières du globe que sont les bandes tropicales, la chaleur ne transmet pas son énergie uniquement aux molécules d'air, mais aux molécules d'eau. L'air chaud et humide va monter encore plus vite, et la pression de ces zones est encore plus basse. Résultat, l'appel d'air est plus fort, et les vents ascendants ainsi créés sont plus violents. C'est ce qui explique l'incroyable puissance des cyclones. En cette fin d'été 2017, Alexandre Godefroy était en vacances avec des amis sur l'île de Saint-Martin. Ce n'est que quelques jours avant que la catastrophe ne touche l'île qu'il entend parler pour la première fois d'Irma. Donc nous, 4-5 jours avant, on sait qu'il y a un ouragan qui arrive.
On ne se rend pas compte que ça va être un monstre comme Irma tel qu'il a annoncé. Donc la vie suit son cours. Il fait beau, 3-4 jours avant, on continue à sortir, on va à la plage. Alexandre est loin d'imaginer ce qui l'attend. Irma va prendre des proportions gigantesques qui vont en faire une véritable machine de destruction. L'énergie dégagée par le cyclone Irma, en une dizaine de jours, ça correspond à la moitié d'une forte saison cyclonique où on a en général de l'ordre de 6 cyclones. Donc on voit qu'on a eu affaire à un monstre. Les cyclones sont classés selon l'échelle Saffir-Simpson. Pour être considéré comme cyclone, le phénomène doit abriter des vents de plus de 118 km à l'heure. Il est ensuite classé de la catégorie 1 à la catégorie 5, avec des vents à plus de 250 km/h. On sait d'avance qu'on va avoir des destructions de bâtiments. Il va quasiment y avoir pas de survivants si les gens sont à l'extérieur. Catégorie 5, c'est le niveau qu'a atteint l'ouragan Irma. Cet ouragan est le plus puissant enregistré dans l'Atlantique Nord depuis Allen, en 1980. Début septembre 2017, en seulement 6 jours, Irma va tuer 134 personnes et occasionner 100 milliards de dégâts, des Antilles aux États-Unis. C'est pourtant à 6000 km à l'est, au Cap-Vert, que l'ouragan est né, le 29 août 2017. Irma est née un peu à l'ouest des îles du Cap-Vert et a profité de sa traversée pour s'intensifier. Et en rencontrant des conditions très favorables, c'est-à-dire un océan qui était assez chaud, plus chaud que la normale, beaucoup d'humidité dans l'atmosphère, donc a pu s'intensifier assez rapidement. En cette fin d'été, la température de l'océan Atlantique est plus élevée que la normale, de 2 à 3 degrés au-dessus des moyennes. Résultat, la vapeur d'eau s'élève très vite, chargée d'énergie que lui a transmise la chaleur ambiante. Arrivé à une certaine altitude, un autre phénomène physique va alors se mettre en marche. Le phénomène de condensation. La condensation, c'est le phénomène de transformation de la vapeur d'eau en gouttelettes d'eau. Et ça arrive dans les couches supérieures de l'atmosphère où l'air est plus froid. Et donc quand l'air humide se transforme en gouttelettes d'eau, ça fait des nuages et plus tard des précipitations. D'énormes quantités de pluie commencent alors à se déverser autour de la zone de basse pression. Mais ce n'est pas tout. Nous l'avons vu, l'eau des océans s'est transformée en vapeur d'eau, car ces molécules se sont mises à s'agiter, dopées par l'énergie fournie par la chaleur. Quand la vapeur va se condenser pour redevenir de l'eau liquide, le processus inverse va se produire. Quand on transforme de l'eau vapeur avec beaucoup d'énergie en eau liquide avec moins d'énergie, eh bien cette énergie doit partir quelque part, elle part en chaleur, c'est-à-dire qu'elle va réchauffer l'air qui est autour. Le processus est en place et se résume ainsi. Une zone de basse pression au-dessus d'un océan chaud attire de l'air sous forme de vent. Ce vent se charge en humidité et monte brutalement en altitude. Arrivé dans les hautes couches de l'atmosphère, l'eau redevient liquide en libérant de la chaleur et en réchauffant l'air. Ce qui fait d'un cyclone tropical un phénomène climatique parfait, c'est que cet air chaud vient renforcer la zone de basse pression. Elle va attirer encore plus d'air, qui à son tour va se charger d'humidité, et tout recommence. C'est extrêmement efficace, puisque une fois qu'on a ce système-là, on parle d'un système auto-entretenu, c'est-à-dire que plus il s'intensifie, plus il donne des éléments pour s'intensifier à nouveau. Donc on peut créer comme ça un emballement. Durant l'été 2017, Lisa Duran travaillait pour l'un des plus gros hôtels de Saint-Martin. Du fait de ses responsabilités, cette professionnelle de l'hôtellerie se tenait particulièrement informée des prévisions fournies par Météo France. Le premier tracé a vu juste en fait, et il montrait bien que Saint-Martin allait être touché de plein fouet en catégorie 5. Et Saint-Barthélemy aussi, et que ça allait être juste énorme. Donc les gens ont commencé à prendre peur. Si la peur monte parmi les Saint-Martinois, c'est que les services météo prévoient qu'Irma va passer juste sur leur île. Ils se rappellent de ce qui est arrivé 22 ans plus tôt. L'ouragan Louis, classé en catégorie 4, avec des pointes de vent mesurées à 270 km/h, a presque rasé les 100 km² de l'île. Fin août 2017, Irma est en cours de formation. Le 27, le phénomène n'est encore que ce que les spécialistes appellent une dépression tropicale.
Les vents ne dépassent pas 63 km à l'heure. Mais la machine cyclonique est quasiment prête. Il ne manque plus qu'elle se mette à tourner sur elle-même. On le voit sur les images satellites, un cyclone est en effet un énorme tourbillon de vent et de pluie aux dimensions titanesques. Pourquoi? À cause d'un autre phénomène de sciences physiques découvert par les chercheurs il y a près de 200 ans, la force de Coriolis. La force de Coriolis, c'est une force qui est liée à la rotation de la Terre sur elle-même. Donc c'est une force qui va avoir un rôle important dans le climat puisqu'elle va dévier les masses d'air ou les masses d'eau. La Terre tourne d'ouest en est selon un axe qui passe par les pôles. Où que l'on soit sur la planète, la durée d'un tour complet est de 24 heures. Mais la distance par rapport à l'axe n'est pas partout la même. Un tour au niveau de l'équateur, c'est 40 000 km. Bien, à Paris, plus au nord, la distance est plus petite et c'est uniquement 26 000 km. 26 000 km en 24 heures. Cela équivaut à une vitesse de 1100 km/h. Et elle atteint 1700 km/h au niveau de l'équateur. Imaginez une masse d'air proche de Paris, animée d'une vitesse d'ouest en est de 1100 km/h. Si elle se déplace vers l'équateur au sud, elle va se retrouver au-dessus d'une zone qui tourne, elle, à 1700 km/h, soit une différence de 600 km/h. Comme elle se déplace moins vite, c'est comme si elle tournait vers l'ouest. Dans notre hémisphère, des masses d'air qui partent du sud, elles vont être déviées vers l'est, alors que des masses d'air qui viennent du nord, elles vont être déviées vers l'ouest. Ce principe s'applique aux phénomènes météorologiques. C'est la force de Coriolis qui met les cyclones en rotation. Le 30 août 2017, dans l'océan Atlantique, la simple dépression passe en catégorie tempête tropicale, le stade juste avant l'ouragan. Puis en quelques heures, en cyclone de catégorie 1. Au fur et à mesure qu'il se déplace vers l'ouest, il gagne en intensité et en puissance. Le système, en traversant l'Atlantique, il va au fur et à mesure pomper de plus en plus d'énergie de la mer, de l'eau qui est très très chaude, à plus de 26 degrés, et il va alimenter, il va devenir de plus en plus violent. Pendant les jours suivants, Irma va continuer à s'intensifier jusqu'à devenir un monstre destructeur. Son intensité maximum, c'est la veille de son arrivée sur Saint-Barthélemy et Saint-Barth, dans une situation très large, très développée. Et donc c'est là où on a eu le phénomène le plus intense. Le 5 septembre, Irma est classée en catégorie 5. Ses vents sont mesurés à 279 km à l'heure, la vitesse d'un TGV. Et le pire, c'est que ses dimensions sont gigantesques. Plus de 500 km de diamètre pour une superficie de 335 000 km². Presque la taille de la France métropolitaine. Sur l'île de Saint-Martin, l'alerte maximum est donnée. Dans les Antilles, cette alerte est appelée alerte violette. La violette, elle vous dit, restez cloîtrés chez vous, ne bougez pas, sans contre-indication, votre vie est en jeu. Le 6 septembre, à 2 h du matin, les premières terres touchées sont celles des îles Antigua et Barbuda. Irma est encore montée en intensité, boostée par les eaux exceptionnellement chaudes de l'océan Atlantique. Sur l'Atlantique Nord, en moyenne, on avait des 28-29 degrés, ce qui est 2 à 3 degrés au-dessus de ce qu'on a habituellement en température d'eau de mer. Et là, quand vous êtes à 2 à 3 degrés au-dessus des normales, vous mettez à disposition du cyclone des quantités d'énergie phénoménales. Puis c'est au tour des îles Saint-Barthélemy et Saint-Martin. La nuit tombe et la météo se dégrade progressivement. Le vent et la pluie se renforcent peu à peu. Les premiers dégâts apparaissent. Finalement, ce que vous observez dehors, c'est des voitures qui changent de place. C'est toutes les enseignes du casino qui était à côté de notre hôtel qui commencent à tomber, des toitures qui commencent à soulever, alors qu'on n'est pas encore dans la partie puissante du cyclone. Alexandre ne croit pas si bien dire, car 4 heures plus tard, c'est l'enfer qui se déchaîne, avec l'arrivée de la partie la plus destructrice du cyclone, ce que les spécialistes appellent le mur de l'œil. C'est un mur de nuages qui entoure la région centrale du cyclone qu'on appelle l'œil. Et il est caractérisé par de fortes précipitations et des vents très très forts. C'est là où il y a les vents les plus forts dans le cyclone. Le cœur du cyclone est une zone où la pression est très basse, car l'air chaud chargé d'humidité monte et ne pèse presque rien. L'air propulsé en altitude se refroidit
et forment des nuages qui tournent autour du cœur. C'est ici que la vitesse du vent bat des records. On sait qu'on a mesuré du 295 km/h, ça a été observé, mesuré, mais on estime qu'on a eu des rafales de l'ordre de 350 km/h, au vu des dégâts qu'on a pu constater sur Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Le pire, c'est que les vents de l'intérieur sont irréguliers en termes de direction et de vitesse. Pourquoi? Les scientifiques avancent plusieurs raisons. Si vous regardez l'écoulement d'une rivière sous un pont, vous allez constater que ce n'est pas un écoulement régulier, mais qu'il y a des petits tourbillons qui se développent. Bon. L'air, c'est pareil, l'air est toujours un peu turbulent. Quand vous voyez le vent qui soulève des feuilles, il y a des petits tourbillons qui se produisent. L'élévation de l'air chaud et humide dans le mur n'est pas quelque chose d'homogène. Et ces différences créent des rafales particulièrement dangereuses. On a des endroits où ça monte plus vite et plus qu'à d'autres endroits. Donc on dit qu'on a des tours de convection. Et en fait, ces tours, elles sont associées à des mini-cyclones. Donc on a des mouvements d'air autour de ces tours de convection. Des mini-cyclones, et parfois bien pire. Les mouvements tourbillonnaires peuvent se concentrer au sein du mur de l'œil pour former des tornades. Le phénomène le plus violent mesuré sur Terre. À Saint-Martin, pas de tornade. Pourtant, l'enfer continue de se déchaîner. Imaginez-vous dans votre maison où même les murs porteurs vibrent. C'est-à-dire que vous avez l'impression d'être dans un tremblement de terre. Vous êtes dans une machine à laver. Aux effets des mini-cyclones parcourant le mur du phénomène principal, vient s'ajouter l'effet des constructions elles-mêmes. Entre les immeubles, les rues deviennent des goulets d'étranglement pour le vent. Quand on prend un tuyau qui contient de l'eau et qu'on le pince, eh bien on fait un jet plus étroit, mais avec une vitesse beaucoup plus grande. Pour l'air, c'est exactement la même chose. Ça se comporte comme un fluide incompressible. Donc quand on le force à s'écouler dans un espace restreint, eh bien il accélère. Ces accélérations sont les principales causes des dégâts. Car les rafales engendrées ont une puissance de destruction encore supérieure à celle du vent continu, même s'il souffle à près de 300 km/h. Plus les rafales sont fortes, plus ça va donner des coups de butoir qui vont casser des tas d'objets, qui vont coucher des objets. Alors quand je parle d'objets, je parle d'arbres, je parle de maisons, je parle de voitures, je parle de camions, tout ce genre de choses. Les dégâts sont d'autant plus spectaculaires que la puissance de frappe du vent est dite exponentielle. Cette capacité de destruction augmente beaucoup plus rapidement que sa vitesse. Quand vous doublez la vitesse du vent, vous augmentez par 4, multipliez par 4 les dégâts, en général à peu près. Même si les vents à l'intérieur atteignent des vitesses records, Irma se déplace très lentement, ce qui n'est pas une bonne nouvelle. L'ouragan Irma se déplaçait plutôt lentement. Elle se déplaçait à 26 km/h, ce qui correspond à peu près à 7 mètres par seconde. Et un cyclone, plus il avance lentement, et plus il est dangereux. Moins le phénomène va vite, plus il a le temps de faire des dégâts. Et même si les vents peuvent s'avérer très destructeurs, ils ne sont pas la cause principale des dommages. Le plus marquant, ce sont les précipitations, puisqu'il y a d'énormes quantités de pluie qui peuvent tomber. Et un cyclone peut produire l'équivalent d'une année ou plusieurs années de pluie à tel endroit. Toute l'humidité qui a été aspirée vers le haut dans le cyclone retombe sous forme de pluie, en battant tous les records. Les chiffres les plus impressionnants sont régulièrement mesurés à La Réunion, quand celle-ci est touchée par le phénomène. Le cyclone Gamède en 2007, il est tombé de l'ordre de 4900 mm d'eau en 4 jours. Alors on va le traduire autrement. Ça équivaut à peu près à 7 années de pluie à Paris en 4 jours. Si des quantités d'eau aussi incroyables s'abattent sur l'île française de l'océan Indien, ce n'est pas dû seulement à la puissance des cyclones, mais aussi à la morphologie du terrain. Car La Réunion est un immense cône dont la forme va accentuer les précipitations. L'île est montagneuse, très très montagneuse, et donc les masses d'air sont obligées de monter, en plus d'être déjà chargées d'humidité. Donc cette ascendance verticale crée de la condensation et donc des précipitations très très fortes, qui sont encore plus fortes que les régions avoisinantes sur la mer, quoi. Sur l'île de Saint-Martin, pendant le cyclone Irma, la quantité de précipitations estimée est beaucoup plus faible qu'à La Réunion, 500 mm. Pourtant, 500 mm, c'est 500 litres d'eau qui tombent par mètre carré. L'équivalent de 3 baignoires par mètre, qui tombent en seulement quelques heures. De telles quantités d'eau peuvent générer des dégâts considérables.
Poussées par le vent, elles peuvent s'infiltrer partout. Lisa Duran s'en rappelle très bien, alors qu'elle était réfugiée dans la salle de bain d'une chambre au 2e étage de l'hôtel. On se rend compte à un moment donné qu'il y a de l'eau sur le sol de la salle de bain. On avait mis un matelas, le matelas flottait. Il y avait plus de 15 cm d'eau. On avait les pieds dans l'eau. Le vent et la pluie déchaînée produisent un vacarme assourdissant. Dans la salle de bain, le bruit n'est pas la seule chose qui les empêche d'entendre correctement. La différence de pression joue énormément. Vous avez vos oreilles qui se bougent, vous entendez mal du coup. Ça vous fait mal, comme si vous aviez une otite. Les effets ressentis sont les mêmes que quand on prend l'avion. Sur l'île de Saint-Martin, les heures défilent et les dégâts s'accumulent. Puis enfin, vers 6 heures, une accalmie. Imaginez-vous, ces bruits assourdissants, les murs qui tremblent, et en l'espace de 30 secondes, le calme part. Abasourdi et sous le choc, Alexandre ne réalise pas tout de suite qu'il se trouve au cœur du phénomène. L'œil du cyclone. Alors l'œil du cyclone, c'est la région qui se trouve donc au centre du cyclone. C'est une région dans laquelle il n'y a pas de précipitation et dans laquelle il n'y a pas de vent. Donc parfois même, on voit des images de l'œil du cyclone, donc il peut faire beau. Cela paraît incroyable. Pourtant, si l'œil est entouré par les vents les plus violents, à l'intérieur de cette zone qui peut faire quelques dizaines de kilomètres, il règne un calme relatif. Comment cela est-il possible? Pourquoi ces vents n'envahissent pas l'œil? Pour le comprendre, il faut revenir sur le fonctionnement d'un cyclone. D'un côté, la zone de basse pression au cœur du cyclone attire les vents. De l'autre, la force de Coriolis, due à la rotation de la Terre, fait tourner ces vents sur eux-mêmes. Or, tout objet qui tourne est attiré vers l'extérieur à cause d'un phénomène bien connu des scientifiques, la force centrifuge. Quand on est sur une route qui va tout droit et que la voiture tourne vers la gauche, en fait, notre corps voudrait continuer tout droit. Il ne peut pas. Donc, il ressent une pseudo-force qui l'entraîne à l'extérieur du virage, et cette pseudo-force, c'est la force centrifuge. Au cœur du cyclone, la force d'attraction des basses pressions qui attire les vents vers la zone centrale et la force centrifuge qui repousse les vents vers l'extérieur s'équilibrent. Résultat, l'œil du cyclone est protégé. Il y règne un calme presque complet. On commence à sortir et là, on voit que c'est pas que l'hôtel qui est détruit, c'est tout le quartier, c'est toute l'île. Malgré ce constat d'apocalypse, pas le temps de se laisser aller au désespoir. Car le passage de l'œil est de courte durée. À peine 45 minutes. Il faut retourner se mettre à l'abri. Car même si la plupart des constructions ont déjà été gravement endommagées, de nouveaux dégâts sont prévisibles. Les vents sont toujours aussi puissants. Et surtout, ils ont changé de direction. Juste après le passage de l'œil, en fait, on a une inversion du sens du vent. C'est-à-dire qu'on a une déviation de ce sens à 180 degrés. Donc si, par exemple, le vent venait de la droite, juste après que l'œil soit passé, il vient de la gauche. Les vents dans le mur du cyclone tournent autour du centre de l'œil. Cela signifie que si au départ ils tournent de droite à gauche, après avoir passé cet axe, ils vont tourner de gauche à droite. La puissance du vent va s'acharner sur l'autre face des bâtiments encore debout. Donc les structures étant fragilisées déjà par un vent et les forçant dans un certain sens, sont détruites lorsque le vent change de direction. Puisque là, on va avoir un effet qui va être tout à fait différent. Sur l'île de Saint-Martin, dans sa chambre d'hôtel située au dernier étage, Alexandre va subir directement ce phénomène. À une ou deux reprises, on a vu le toit se soulever de quelques centimètres. Et là, on se dit, si la charpente s'en va, on est fini, quoi. Au bout de 3 nouvelles heures de vent déchaîné et de destruction, l'ouragan Irma s'éloigne enfin de l'île de Saint-Martin. Alexandre, Lisa et leurs amis s'en sont sortis indemnes. Ils ont eu beaucoup de chance, car sur l'île, l'étendue des dégâts atteint un niveau catastrophique. Avec des vents soufflant à une moyenne de 300 km à l'heure pendant plusieurs heures, entre 65 et 95% de la partie française aurait été détruite. Le bilan humain sur Saint-Martin et Saint-Barthélemy s'élève à 15 personnes. Pourtant, Irma n'a pas fini sa course. Il poursuit sa remontée en direction du nord-ouest, passant au large de Porto Rico et de la République dominicaine. Il est toujours au maximum de sa puissance. Et il est monté de catégorie 5, c'est le maximum, pendant plus de 78 heures, c'est un record. Une force telle que les autorités nord-américaines vont prendre des mesures extrêmes.
car l'ouragan se dirige droit vers la Floride. 6 millions de personnes vont être évacuées, l'équivalent de près de 3 fois la population de Paris intramuros. Heureusement, le 10 septembre, alors qu'il est au large de la Floride, Irma est déclassé en catégorie 4, avec des vents atteignant quand même 215 km à l'heure. Il va rapidement perdre de sa puissance et termine sa course 2 jours plus tard, dans l'État de l'Alabama. Au final, aux États-Unis, Irma aura causé le décès de 90 personnes et des coupures d'eau et d'électricité de grande ampleur. Un terrible drame, mais qui aurait pu être bien pire si les autorités n'avaient pas pris des mesures aussi radicales. Il faut dire qu'on est habitué aux ouragans dans la région. Certains sont de véritables traumatismes. C'est le cas de Katrina, en Louisiane, fin août 2005. Pour les Américains, Katrina reste un cauchemar, car il a entraîné plus de 1800 décès et des millions de sans-abri, particulièrement à la Nouvelle-Orléans. Qu'est-ce qui explique que Katrina s'est montré encore plus destructeur qu'Irma? Pour le comprendre, il faut retracer l'histoire de cette force de la nature. Le 23 août 2005, naît Katrina, au niveau de l'archipel des Bahamas. De dépression tropicale, elle passe rapidement au niveau tempête tropicale. Et c'est sous cette forme que le cyclone touche brièvement le sud de la Floride, le 25 août. Le lendemain, tout va basculer en arrivant sur le golfe du Mexique. Katrina est passée sur un tourbillon chaud qui avait une profondeur d'environ une centaine de mètres, donc un énorme réservoir thermique sur lequel les vents ont pu puiser et donc ont renforcé l'intensité de Katrina. Et ça s'est produit la veille de son arrivée sur la Nouvelle-Orléans. Pour qu'un cyclone apparaisse, les scientifiques estiment qu'il faut une eau à plus de 26,5 degrés sur 50 mètres de profondeur. Ici, les conditions sont largement remplies. Katrina va rapidement prendre de la force et passer en catégorie 5 en seulement 2 jours. Et il va faire un maximum de dégâts, à cause d'un agent de destruction qu'on retrouve dans tous les cyclones, l'océan. Il va monter de plus de 15 mètres, soit la hauteur d'un immeuble de 5 étages. La mer, donc soulevée comme ceci, s'est comportée comme un tsunami et rentrée à l'intérieur des terres. Et comme on a une terre extrêmement plate, enfin le relief est extrêmement plat, l'eau de mer a pénétré jusqu'à 100-150 km à l'intérieur des terres. 150 km. C'est comme si la Manche atteignait la banlieue parisienne. Nous avons vu les dégâts que peuvent engendrer les vents et les précipitations dans un ouragan. Même si leur puissance est énorme, ce ne sont pas les seuls à être responsables des destructions. Car qui dit cyclone, dit montée des eaux. Un phénomène qui dépend de plusieurs éléments. Le premier, c'est le vent. Les vents du cyclone, en fait, ils poussent des paquets d'eau qui vont être responsables de vagues et d'une élévation du niveau de l'eau sur le littoral. C'est l'effet des vents du cyclone. Le souffle du cyclone pousse la mer. C'est ce que les spécialistes appellent les ondes de tempête. Il crée aussi des vagues, appelées houles de tempête. À cela s'ajoute un second élément dû à la basse pression qui règne au cœur de l'ouragan. Le simple fait qu'un cyclone, c'est une dépression, ça va aspirer, entre guillemets, ça va faire remonter le niveau de la mer de plusieurs mètres. Qui dit dépression, dit que la pression qui s'exerce sur cette surface est moins forte. Et si cette surface est composée d'eau, elle remonte. Baisse de la pression, houle et marée de tempête. Le cumul de l'ensemble de ces raisons peut entraîner une montée phénoménale du niveau de la mer. Comme ça, vous pouvez avoir des niveaux qui peuvent dépasser parfois par 20 mètres par endroit. On peut avoir des effets vraiment catastrophiques. Le 29 août 2005, c'est effectivement l'équivalent d'un tsunami qui a inondé la Louisiane et a rapidement balayé 75% de la Nouvelle-Orléans. Une partie de la ville a en effet été construite en dessous du niveau de la mer et n'est protégée que par une digue de 4 mètres de haut. Cette digue est vite submergée par le mur d'eau qui s'abat sur elle. Et la montée va continuer pendant plusieurs jours. Vous n'aurez aucune aide ici, rien. Et l'eau va continuer à monter jusqu'à au moins demain. Inondation, mais aussi glissement de terrain.
des centaines de milliers de personnes vont perdre leur logement et vont vivre dans des habitations temporaires pendant des mois, voire des années. Bien qu'ayant fortement décliné en intensité, Katrina va continuer sa trajectoire pendant des milliers de kilomètres aux États-Unis et au Canada, finissant sa course au Québec le 31 août. Résultat, plus de 108 milliards de dégâts. Mais alors, si on a vu comment naît un ouragan, qu'est-ce qui explique sa mort? Pour les scientifiques, c'est l'addition de plusieurs facteurs. Avant tout, la perte de contact avec ce qui lui a permis d'apparaître, l'océan. L'ouragan, son carburant, c'est l'océan chaud. Donc si jamais il atteint une terre, si jamais il quitte l'océan, il va être privé de carburant et donc il va s'affaiblir et disparaître au fur et à mesure. N'ayant plus de source d'énergie, le cyclone va consommer celle qu'il a stockée. Et ce stock, c'est l'humidité qu'il contient. Bien sûr, cet arrêt n'est pas brutal et se fait au fur et à mesure. C'est ce qui explique que dans le cas de Katrina, la dépression a continué sur près de 3000 km. Il arrive même qu'un ouragan stagne, à cheval sur l'océan et la terre. Une situation qui peut vite tourner à la catastrophe. Comme pour Harvey, qui a touché les côtes du Texas, le 25 août 2017. Étant stationnaire sur la côte du Texas, il avait entre guillemets un pied au-dessus de l'océan, donc il pompait de l'énergie et de l'eau, et de l'autre côté, le pied était sur le Texas. Et là, il redéversait toutes les quantités d'eau qui arrivaient. Pendant 2 jours, Harvey va continuer à noyer le sud des États-Unis avant de passer complètement sur les terres et disparaître. Autre élément qui va affaiblir l'ouragan, la morphologie du sol. Le vent qui passe sur un relief un petit peu compliqué va subir plus de turbulences, plus de frottements. Donc il va avoir tendance à s'atténuer. Ce frottement finit par diminuer la vitesse des vents dans le cyclone et, conjugué à la disparition de son alimentation en humidité, par le faire disparaître. Enfin, le dernier élément, c'est ce que les scientifiques appellent le cisaillement du vent. Le cisaillement du vent, c'est la variation de l'intensité du vent et de la direction du vent avec l'altitude, à travers l'atmosphère. En soufflant plus en altitude qu'en bas, le vent va en effet pousser l'air chaud et humide sur le côté. Si le cisaillement a un rôle déterminant dans la disparition des tornades, il peut aussi tuer un cyclone. On peut imaginer un cyclone comme étant une toupie qui tourne comme ça, et le cisaillement, c'est quelque chose qui va incliner la toupie. Et une toupie qui tourne pas droit, généralement, elle dure pas très longtemps. Voilà pour les ouragans, ces cyclones qui touchent les côtes nord-américaines et les Caraïbes. Pourtant, si on en entend beaucoup parler, ce n'est pas dans cette partie du monde que s'abattent les phénomènes les plus violents. Les typhons. À l'ouest du Pacifique, les masses d'eau sont particulièrement chaudes. C'est là où on trouve les masses d'eau les plus chaudes sur la Terre. Et donc, c'est une région très très propice à la formation de cyclones extrêmement violents. Dans cette région, la chaleur de la surface des océans fait naître de nombreux cyclones. Elle entraîne une évaporation intense et l'air chargé de vapeur d'eau s'élève très vite. Cela crée une zone de basse pression et un appel d'air qui crée des vents puissants. Au-dessus, d'énormes nuages entrent en rotation et peuvent tout dévaster sur leur passage. C'est dans le Pacifique Ouest qu'a été relevé le cyclone appelé typhon dans cette partie du monde le plus puissant. Il s'appelle Haiyan. Début novembre 2013, il a frappé la côte philippine avec des vents moyens mesurés à 315 km/h. On a une zone dans laquelle les cyclones peuvent se développer qui fait probablement 3 000 à 4 000 km de est-ouest et 2 000 à 3 000 km sud-nord. Comme la région est grande, les phénomènes ont beaucoup de temps pour s'intensifier et peuvent atteindre les régions côtières avec une grande intensité. Bien que le typhon Haiyan soit le plus violent jamais mesuré et que son bilan ait été très lourd, avec 7000 victimes estimées, ce n'est pas le plus destructeur que l'humanité ait connu. Les 12 et 13 novembre 1970, le cyclone Bola a frappé les côtes du Bangladesh et de l'Inde. En cause, la morphologie des lieux. Comme pour Katrina, mais dans des proportions bien plus importantes. Le Bangladesh
est particulièrement plat. Le soulèvement de la mer associé à ce cyclone a noyé une partie extrêmement importante du pays sous 10 mètres d'eau. Il y a 10 mètres d'eau qui sont passés et comme les gens habitaient dans ces endroits-là, les gens étaient noyés simplement. Voilà. À cela s'est ajoutée l'absence d'abris en dur et des moyens de prévention et de communication quasi inexistants. Résultat, le nombre de victimes a été estimé entre 200 et 500 000 personnes. Antilles, États-Unis, Asie du Sud-Est et même île de la Réunion. Nous l'avons vu, les cyclones se produisent dans de larges bandes tropicales, autour de l'équateur. Et selon l'endroit, ils frappent à différents moments, créant ainsi les saisons cycloniques. Dans l'hémisphère nord, ça correspond à la période entre juin et novembre. Dans l'hémisphère sud, disons entre novembre et avril. Le nombre de cyclones est toujours plus important à la fin de ces périodes. Pourquoi ? Parce que selon l'hémisphère, cela correspond à la fin de l'été. Une des particularités de l'eau de mer, ça se chauffe beaucoup plus lentement que l'air. Ça prend du temps à chauffer l'eau de mer. Donc il faut quasiment que tout l'été passe pour qu'on arrive à des températures de 26 degrés ou au-dessus. Et cette eau, une fois qu'elle a été très chaude, elle met très longtemps à se refroidir. Il existe donc des cyclones dans de nombreux endroits du monde au niveau de la bande tropicale. Mais peut-il y en avoir ailleurs ? Et particulièrement plus au nord. Aussi incroyable que cela puisse paraître, des phénomènes ressemblant aux cyclones existent dans les eaux arctiques et antarctiques, près des pôles. Ils sont appelés ouragans arctiques ou dépressions polaires. Quand on regarde les images satellites, on a l'impression de voir un cyclone, alors à beaucoup plus petite échelle. Au lieu de faire parfois 500 ou 1000 km de diamètre, leur diamètre va être de 100, 200, 300 km au grand maximum, mais on a la même chose. Là encore, c'est une zone de basse pression qui va attirer le vent. Ce vent va aussi récupérer de l'énergie à la surface de l'océan, mais ici, non pas à cause d'une différence d'humidité comme dans les cyclones tropicaux, mais à cause d'une différence de température. Disons que la température en elle-même, ce n'est pas une donnée qui suffit à elle-même. Ce qui est important de connaître, c'est la différence entre cette température, la température autour et la température en altitude. Incroyable. Pourtant, si l'eau de mer est en effet à 0 degré au niveau des pôles, la température des vents atteint couramment les moins 40. Même si ces dépressions polaires restent anecdotiques, elles posent la question des cyclones en dehors de la bande tropicale. Il arrive en effet que les côtes américaines soient touchées par des ouragans, même très au nord. C'est ce qui s'est passé avec Sandy en 2012. Il était encore au stade d'ouragan quand il a touché New York, donc c'est quelque chose de complètement exceptionnel. Si Sandy a été aussi loin, c'est parce qu'il a été alimenté par un courant marin chaud qui longe la côte est des États-Unis, le Gulf Stream. Mais qu'en est-il en Europe ? Ces dernières années, de terribles tempêtes ont frappé cette région. Du 26 au 28 décembre 1999, les dépressions Martin et Lothar ont traversé la France, puis une bonne partie du continent, de la Bretagne au Danemark et à l'Italie. Au sommet de la Tour Eiffel, l'appareil mesurant la puissance du vent est resté bloqué pendant plusieurs minutes à son maximum, à 216 km/h. Alors ces événements climatiques peuvent-ils être apparentés aux cyclones ? Les tempêtes de 1999, ce ne sont pas des cyclones tropicaux, ce sont des tempêtes des moyennes latitudes. Et donc ces systèmes, ils ne puisent pas leur énergie dans les océans chauds de la bande tropicale. Même si leur puissance était dévastatrice, ces phénomènes sont sans commune mesure avec les ouragans tels qu'Irma ou Katrina. Alors les cyclones sont-ils impossibles sur notre continent ? Pas si sûr, si on se réfère à Ophélia, un événement climatique qui a secoué l'Irlande et une partie de l'Angleterre en octobre 2017. Ophélia, c'est effectivement un événement remarquable puisqu'il a gardé son caractère cyclone tropical pratiquement jusqu'à l'Irlande. Ce qui a rendu Ophélia aussi incroyable, c'est d'abord son lieu de naissance. Il est apparu le 6 octobre au large des Açores, soit à 30 degrés de latitude, la limite nord de la bande tropicale. Or, la plupart des cyclones naissent tout au sud de cette bande, vers 10 degrés. Comment a-t-il pu se former aussi haut ? La particularité, il a pu naître dans cette zone-là, il est né à la fin de la saison cyclonique,
parce qu'on avait des eaux très très chaudes, des eaux de plus de 2 à 3 degrés. L'été 2017 a été particulièrement chaud sur la zone atlantique. Le 9 octobre, Ophelia apparaît donc très au nord. Mais autre fait incroyable, alors que presque tous les cyclones qui se forment dans l'hémisphère sud vont d'est en ouest, Ophelia, lui, est parti directement vers le nord-est. Pourquoi? Là encore, c'est parce qu'il est né bien plus au nord que les autres et a été happé par ce que les spécialistes appellent le courant jet. Le courant G, en fait, c'est des vents qui soufflent d'ouest en est au niveau des moyennes latitudes. C'est des vents assez forts. Ce courant puissant va propulser Ophelia très rapidement en direction de l'Europe. Le 9 octobre, le phénomène est classé en dépression, puis en tempête tropicale. Et le 11, il devient officiellement un ouragan. Dès le lendemain, la dépression retombe et devient une tempête plus classique. Elle traverse l'Irlande et l'Écosse, puis faiblit encore en se dirigeant vers la Norvège. On est bien loin d'Irma ou de Katrina. Et malgré 3 morts et 110 millions d'euros de dégâts, le phénomène reste très limité. Pourtant, Ophelia pose la question de l'évolution des cyclones. Avec le changement climatique qu'est en train de subir la Terre, que va-t-il se passer? Y en aura-t-il de plus en plus? Et seront-ils de plus en plus destructeurs? À ces questions, les scientifiques n'apportent que des réponses incomplètes. Presque toutes les données dont ils disposent sont à l'échelle de la science, très récentes. 40-50 ans de données d'observation des cyclones, ça nous aide à mieux comprendre comment fonctionnent les cyclones. Mais ça n'est pas suffisant pour pouvoir faire des projections sur, dans les 100 ans ou les 50 ans qui viennent, qu'est-ce qui va se passer. Depuis les années 70, les satellites, mais aussi de nombreuses autres technologies, comme les avions d'études américains, ont permis d'en apprendre beaucoup plus sur ces phénomènes. Aujourd'hui, lorsqu'il y a un cyclone qui se dirige vers les Caraïbes, vous avez les avions américains qui vont dans le cyclone faire des mesures, comme ça on connaît bien la force des vents qu'il y a dedans. Des moyens spectaculaires qui permettent de calculer la puissance du phénomène avant qu'il ne fasse des dégâts. En revanche, les chercheurs ignorent encore comment prévoir précisément la naissance d'un cyclone et quel va être son parcours. Certains cyclones, on les prévoit très très bien à l'avance. D'autres, c'est beaucoup plus difficile parce qu'ils sont complètement erratiques. À plus long terme, il est très difficile de tirer des conclusions. Cependant, des tendances semblent se dégager. D'abord, la répartition géographique de ces phénomènes. Nous l'avons vu, aujourd'hui les cyclones apparaissent et se développent dans des bandes tropicales. Or, selon des études récentes, cette zone pourrait évoluer. La bande tropicale a tendance à s'étendre en latitude. En gros, les tropiques remontent vers le nord. Donc les cyclones vont être entraînés dans ce mouvement général et avoir des intensités fortes, encore plus vers le nord. Comme Ophelia, des cyclones plus au nord d'ici quelques décennies. Les conclusions de cette étude restent débattues, mais cette tendance n'est pas très rassurante. Et si aujourd'hui rien ne permet de dire que le nombre de cyclones va augmenter, l'apparition de phénomènes de plus en plus violents fait presque l'unanimité. On a des arguments qui viennent des lois de la physique. Plus il fait chaud dans l'atmosphère, plus l'atmosphère peut contenir d'eau, de vapeur d'eau. Donc lorsque ça précipite plus fort, donc plus de dégâts. Même si on avait des cyclones de même intensité, on aurait plus de dégâts. Les cyclones, qu'on les appelle ouragans ou typhons, ces incroyables phénomènes météorologiques peuvent prendre des dimensions gigantesques. Ils peuvent être plus grands que la France et abriter des vents avec des vitesses moyennes de plus de 300 km à l'heure. Ils peuvent arracher des maisons et provoquer des vagues de plus de 10 mètres de haut. Si ces monstres de vent tuent déjà des milliers de personnes chaque année et coûtent des centaines de milliards de dégâts, certains scientifiques redoutent que les cyclones de demain ne soient encore plus destructeurs. Ce qu'on a tendance à ignorer, c'est que les cyclones ont un rôle à jouer dans la nature, et particulièrement dans la régulation du climat. En prélevant de l'eau chaude et en la rendant sous forme de précipitations froides, ils permettent par exemple de limiter la température des océans. Mais ce n'est pas tout.
Les cyclones font partie des catastrophes naturelles. Il ne faut pas l'oublier. C'est-à-dire que ces dégâts, les écosystèmes, donc la végétation, la faune, ils sont habitués, ils sont dans cet équilibre avec les cyclones. En modifiant le climat et donc en modifiant les cyclones, nous avons rompu l'équilibre. Dans quelles proportions et avec quelles conséquences? Un défi que nos scientifiques tentent de relever.